Sextech Lab. Alors on oppose souvent la guerre et l'amour. Mais il y a une chose qu'ils ont tous les deux en commun, l'innovation. Est-ce qu'on aurait Internet à l'heure actuelle sans Internet et sans la guerre et sans le sexe? Probablement pas, et en tout cas pas dans la forme que l'on a actuelle. Est-ce que l'on aurait Xavier Niel, sa fortune et tout ce qu'il a fait pour l'industrie des startups et de la technologie en France sans le sexe? Probablement pas. Est-ce que vous pourriez regarder vos émissions de House of Cards en streaming illégal sans les publicités et les pop-up pour des sites de rencontres coquins? Probablement pas. L'industrie du sexe a toujours su exploiter les dernières technologies. Depuis les premières émissions de radio jusqu'au Minitel Rose en passant par le téléphone. Et ça s'est pas généralement très bien passé. La première fois que les calendriers ont mis des pin-up, les gens ont crié à la fin des bonnes mœurs. Quand la gente féminine s'est dit que les vibros c'était quand même pas mal, merci Carrie Bradshaw, pareil, on a cru que les femmes n'allaient plus jamais se mettre en couple avec des hommes et que c'en était fini de la reproduction humaine. Et plus récemment, moins récemment, quand les ventes de cassettes ont explosé grâce au porno, on s'est dit que c'était la fin de tout. Mais la preuve est que tout se passe très bien, on est toujours là, les gens continuent à faire des enfants. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'innovation dans la sexualité, la sextech, ou est-ce qu'il faut s'en réjouir? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Aline Maillard, c'était pas très facile dans les années 90 pour moi. Je suis une journaliste tech et une consultante en communication pour les startups, et je suis membre du Sextech Lab. Donc pendant 1h30, on est ici pour parler de sexe, de parler d'intelligence artificielle, d'intelligence collective, de chat, de robots. Et on va même finir par une petite expérimentation où on va ensemble faire bouger un sextoy par la pensée. Bienvenue en 2017. Si vous voulez tweeter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Sextech ou Sextech Lab et le hashtag Futur en scène 2017. Et donc là, je vais laisser la parole à Maëva Botrel, qui est l'instigatrice du Sextech Lab et qui va vous expliquer pourquoi c'est important maintenant, tout de suite. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous, je m'appelle Maëva Botrel, comme l'a dit Aline, et donc moi, il y a 2 ans, j'ai pitché une idée, donc défendu une idée lors d'un un week-end entrepreneurial où on proposait des idées pendant un week-end, et après elles étaient challengées, il fallait trouver des partenaires, et à la fin on était jugés devant un jury, et on gagnait des super lots. Alors l'idée que j'ai pitchée, c'était la box de l'épanouissement sexuel. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et bien c'était une box pour permettre l'épanouissement sexuel, comme c'est indiqué. Et donc l'idée, c'était, première étape, trouver des partenaires. Donc quand j'allais demander l'avis des partenaires, je leur disais, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et tout le monde me disait, tu as une super idée, c'est génial, je serai ton premier client. Oui, enfin bon, moi je voulais pas chercher un client tout de suite, je voulais déjà trouver des partenaires. Et donc pour trouver des partenaires, je leur ai posé une question simple. Veux-tu être mon ami de travail? Et la réponse c'était, ouh là là, tu sais, moi la sexualité, je suis un peu timide, c'est pas trop ça. Et puis j'ai pas forcément envie d'avoir l'étiquette sexe collée sur le front. Donc moi de mon côté je me suis dit super, j'ai une super idée mais j'ai pas de partenaire. Donc vous imaginez bien la frustration que j'avais à ce moment-là. La frustration de ne pas pouvoir innover dans ce secteur-là, et puis la frustration de faire face encore à un tabou par peur de ce que les gens pouvaient penser de nous en innovant dans ce secteur-là. Combative comme je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc ma petite voix intérieure m'a dit, mais Maëva, si tu créais un événement dédié à ça. Et donc, je suis partie sur cette idée. Sauf que il a fallu que j'analyse avant le marché, comment ça se passait, qui étaient les acteurs, etc. Et puis ensuite, une fois que tout était bien calé dans ma tête, je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et donc, j'ai rencontré des super partenaires de travail, cette fois-ci, pour créer ce bel événement, qui sont présents aujourd'hui, qui font partie du collectif Humain. Je leur demande de faire coucou, soyez pas timides, où êtes-vous? Et donc d'autres personnes nous ont rejoints au fur et à mesure, dont Aline qui m'a présenté, qui fait partie aussi de cette organisation-là. Et donc tous ensemble, on a réussi à monter un beau projet.
Alors, le Sex Tech Lab, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de rassembler les gens qui veulent innover dans ce secteur-là, de les rassembler ensemble, de créer des synergies et de pouvoir innover dans ce secteur-là, dans la sexualité. Et pourquoi il faut parler d'innovation? Alors oui, il faut parler innovation et créer de l'innovation aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Alors, je vais vous donner des exemples de pourquoi il faut innover dans ce secteur-là. Alors, la première raison, c'est parce qu'il y a trop de besoins qui sont insatisfaits. Exemple, combien de personnes connaissent des couples qui se sont séparés à cause des relations sexuelles? Levez la main. Voilà, il y en a quand même pas mal. Donc c'est un des problèmes, et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est quoi? C'est le divorce. C'est pas forcément la meilleure solution. Donc nous, on est là pour justement favoriser l'innovation et proposer des solutions à cette problématique. Je vais vous prendre d'autres exemples. Le handicap et par exemple les personnes paraplégiques. Comment ils font aujourd'hui pour avoir des relations sexuelles? Alors il y a des solutions qui sont proposées. La première, ça va être d'aller chercher, je suis désolée du terme, mais des prostituées pour satisfaire leurs besoins. C'est quand même quelque chose d'assez triste et je suis sûre qu'on peut mieux faire que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire qu'ils ne soient plus dans ce désert sexuel et leur proposer des solutions adaptées à eux. Une autre thématique importante qu'on pousse, c'est l'éducation sexuelle de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants et nos futurs enfants, c'est mon cas, comment font-ils pour s'éduquer? Eh bien, ils vont voir les sites porno. Et je ne suis pas sûre que ça soit très proche de la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter, encore une fois, des solutions pour que vos enfants ne fassent pas leur éducation sexuelle avec le porno. Une autre action qui nous est... une autre thématique qui nous est importante, c'est la santé et la prévention sexuelle. Années 80, le sida démarre. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir de l'information sur le sida, ce que c'était, pour que les premières associations mettent en place des activités, de la prévention tout simplement. Aujourd'hui, on est en 2017. La seule action qu'on l'on voit vraiment et qui fait du bruit, c'est SIDAction une fois par an. Et pourquoi pas un cours d'éducation sexuelle dans toute notre scolarité quand on est adolescent. Je pense qu'il faut, encore une fois, proposer plus de choses et c'est là aussi, sur ces thématiques, que l'on veut agir. Alors, vous avez bien compris, le Sex Tech Lab, il est là pour permettre de créer de l'innovation, pour vous aider, pour aider les porteurs de projets à pouvoir créer de belles choses autour de la sexualité. Alors, comment on va faire ça? On fait ça en 4 actions. La première, ça va être de... je ne connais pas ma recette par cœur. La première, c'est de rassurer les gens. La sextech, c'est pas forcément dégueulasse, c'est naturel, le sexe c'est naturel, c'est un sujet que tout le monde connaît et c'est pas un sujet qui doit faire peur. Donc l'idée c'est de rassurer, de dire qu'il y a des gens qui sont équilibrés, qui veulent innover dans ce secteur-là et il faut laisser les choses pouvoir se faire et pas empêcher ça. Donc ça c'est la première action. La deuxième, ça va être de rendre compte du marché parce qu'on peut très bien avoir des super idées, par exemple pour le handicap ou pour l'éducation sexuelle, etc. Si on entreprend dans ce secteur-là, il faut quand même gagner sa vie. Et là, c'est un sujet plutôt intéressant, puisque au niveau de la sextech, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, et donc il y a tout à faire. Je vais prendre un exemple. Quand le fameux film 50 Shades of Grey est sorti, il y a eu plus de 40% aux États-Unis d'augmentation de chiffre d'affaires à la sortie de ce film. Bon, vous imaginez l'argent qu'il peut y avoir à gagner. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant. La troisième action que l'on veut avoir, que l'on veut mettre en place, ça va être de rassembler. Puisque la sexualité est une thématique difficile et qu'on rencontre beaucoup de barrières, l'idée c'est de rassembler les gens pour pouvoir créer de belles opportunités et synergies pour pouvoir faire sortir les beaux projets. Et puis, la dernière action qu'on va faire, c'est justement essayer de diminuer ces barrières. Alors, je vais prendre 3 exemples encore une fois. Le premier, c'est la communication. Imaginez, vous voulez faire une newsletter dans laquelle vous dites, le titre de votre newsletter, l'anti-porno pour l'éducation de vos enfants. Et sauf que dans cette newsletter, il y a quel mot? Le mot porno. Et le mot porno, c'est pam, poubelle. Donc, et c'est dommage, c'est un sujet qui est important. Donc, il ne faut pas que cet email-là soit mis à la poubelle, au contraire. Donc, il va falloir qu'on favorise la communication et qu'on trouve une manière de pouvoir laisser passer ce genre de message.
Un autre exemple, ça va être au niveau des investisseurs. Les investisseurs, c'est difficile de leur dire « venez investir dans le sexe ». Donc c'est aussi une action qu'il va falloir que l'on mette en place. Et puis enfin, la dernière, c'est auprès de l'État. Parce que l'État soutient beaucoup de projets, ils sont très actifs pour les startups aujourd'hui. Au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de choses qui sont limitantes. Par exemple, si on veut parler d'éducation sexuelle à des adolescents, on peut être considéré comme pédophile, c'est quelque chose de grave. Donc il faut qu'on puisse justement favoriser l'innovation avec le support de l'État. Voilà ce qu'est le Sextech Lab et voilà ce qu'on veut faire. Alors on a déjà commencé en créant en mai dernier un événement qui était sur un week-end, un événement entrepreneurial où des personnes pouvaient venir pitcher leur idée et derrière gagner des lots pour pouvoir les aider à monter ce projet. Donc on a eu 69 participants, ça a été, on n'a pas choisi le nom, mais ça a été comme ça, c'était le destin. Donc 69 participants, 38 projets, c'est un super ratio. Sur ces 38 projets, on en a retenu 12, et sur ces 12, on a eu 4 gagnants. Et parmi eux, on a la Team Alix, qui est présente aujourd'hui, que je vais demander de nous rejoindre, et qui va vous présenter son projet. Je vous remercie de les applaudir. Alors, donc bonjour à tous. Donc la problématique qu'on se pose, c'est de savoir avec qui on partage notre sexualité. Et donc on a Futur en scène, on est tourné vers l'avenir, donc on s'intéresse aux jeunes. Et donc on va parler des différentes façons dont les jeunes découvrent et vivent leur sexualité. On pense qu'aujourd'hui, l'État et les instances de santé sont plus vraiment adaptés quand il s'agit donc de l'éducation sexuelle des jeunes et que les adolescents ont du mal à partager sereinement la sexualité. Donc si on affine un petit peu la problématique, on peut se demander donc comment aider les jeunes à partager leur sexualité de manière plus saine. Donc on pense avoir une solution. Cette solution, c'est de se rapprocher un petit peu de leur mode de vie et de leurs habitudes, de manière à ce que dans 10 ans, avec un peu de chance, quand on vous pose cette question, vous vous dites on a une réponse plus positive à apporter qu'en 2017. Alors, avant de vous présenter notre projet, on va revenir un peu sur quelques chiffres pour vous expliquer comment on en est venu à ce projet. Donc, d'abord, à qui parlent les adolescents à propos de leur vie sexuelle. Donc, pour la plupart, 72%, c'est majoritairement ou exclusivement leurs amis, parce qu'ils ont le même âge, ils se comprennent, ils ont le même langage, et puis c'est humain de vouloir se comparer les uns aux autres. Sinon, parallèlement à ça, il y a énormément de jeunes qui vont sur Internet, donc certes pour les pornos, mais aussi pour des forums ou des chats. Et donc là, dans ces univers-là, ils ont un peu le sentiment de leur vie virtuelle, donc en sécurité, et ils peuvent s'exprimer. Donc pour revenir un peu sur le porno, aujourd'hui, il y a plus de la moitié qui le regardent, et dans cette moitié, la plupart considèrent que ça les a aidés à l'apprentissage des méthodes sexuelles. Donc parallèlement à ça, à qui les adolescents ne parlent pas de leur vie sexuelle? La majorité des adolescents, donc à 70%, ne parlent jamais de sexe avec leurs parents, soit parce qu'eux ne le souhaitent pas, soit parce que les parents ne le souhaitent pas, parce qu'il y a quand même un côté gênant à aller aborder des aspects un peu techniques avec ses enfants. Sinon, théoriquement, ils devraient pouvoir se tourner vers des médecins, mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'ils se tournent vers eux quand c'est trop tard, ou quand ils sont vraiment flippés. Maëva en parlait tout à l'heure, les préventions à l'école. Techniquement, ça devrait être 3 sessions de prévention par an pendant le collège-lycée. Je sais pas vous, mais nous, on n'a pas vraiment le souvenir d'en avoir eu tant que ça. Donc, le résultat de tout ça... Donc, pour revenir sur Internet, c'est d'abord des photos de nude qui peuvent tourner, et alors que les adolescents n'avaient a priori pas l'intention de les faire tourner. Mais aussi, quand on regarde sur le niveau de la santé, il y a eu des études qui montrent que depuis 2014, la connaissance du sida et de ses modes de transmission a diminué. Environ 30% avaient une image complètement erronée de ces modes de transmission. Par exemple, pour certains, c'était juste s'asseoir sur une cuvette des toilettes. Ou sinon, il y en a d'autres qui disaient « oui, bon, ça existe, mais on en vit très bien avec ».
Voilà, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, quand on leur demande s'ils utilisent des préservatifs, il y en a quand même 57% qui disent que c'est pas systématique. Et pour ceux qui ont eu des rapports précoces, 13-14 ans, c'est pratiquement 60% qui disent qu'ils n'en ont pas utilisé. Donc depuis 2014, c'est une recrudescence des séropositifs et des MST, et également la syphilis. Donc on avait trouvé un chiffre, plus 24% depuis 2007. Les nouveaux dépistés sont des adolescents ou des jeunes adultes. Donc avec tout ça, on s'est dit, bon alors, s'ils ne parlent pas à leurs parents, s'ils parlent à leurs amis, il va falloir qu'ils puissent s'adresser à un ami, mais qui soit calé en sexe. Donc pour les retrouver, on s'est dit, où est-ce qu'ils passent la plupart de leur temps? Donc en général, ils passent environ 6h40 par jour sur les écrans, donc 46% de ce temps sur leur mobile. Donc c'est pour aller sur les réseaux sociaux, faire de la recherche web, consommer des contenus. Et dans les réseaux sociaux qu'ils fréquentent, c'est énormément donc Snapchat, mais également Messenger, moins Facebook, mais vraiment Messenger, la plupart sont encore dessus. Donc on s'est dit que ça serait un bon moyen pour les attirer. Et donc, je vais laisser Gaëtan le présenter, pour les amener sur Alix, qui est un chatbot. Alors, un petit mot sur la façon dont on s'est tous rencontrés. Le projet est né à l'ECV Digital Paris d'un module de design en mars 2017. L'école et des créateurs de chatbots ont encouragé cette partie de l'équipe à aller plus loin et approfondir l'idée. C'est comme ça qu'ils ont rencontré les membres du Sextech Lab et nous, les développeurs de 42. Donc on a eu le premier prix, c'était il y a 2 semaines, au Sextech Lab. Et depuis, ça a donné un coup de boost, on est tous motivés et on espère d'ici 2 mois de pouvoir proposer un bot fonctionnel à un petit panel de jeunes et dans 6 mois commencer à le distribuer au public. Alors, ça choque un peu, c'est normal, c'est ce qu'on peut entendre dans les lycées, etc. Les ados manquent d'expérience, ils en parlent souvent plus qu'ils ne l'en savent réellement ou qu'ils n'en font. Le problème, c'est que tout ça, ça mène à une désinformation ou à des fausses informations qui ne font pas vraiment grandir tout le monde. Et donc, ce qu'on veut proposer, c'est justement une page publique, en plus de notre bot, qui va un peu piquer à vif les ados, qui va les faire réfléchir et donc voilà, un exemple de post qu'on va développer sur la page. Un exemple aussi du bot. Donc voilà, ces posts font réagir. L'intérêt, c'est de susciter l'intention des jeunes en groupe, qui puissent plaisanter autour des choses, et dans leur subconscient, ça va faire son chemin. Et le soir, ils vont pouvoir discuter, cela seul, de manière un peu plus intime et beaucoup plus objective avec le bot. Donc le bot, pour le coup, est pas trash. Il est vraiment objectif. Son but, c'est vraiment d'apporter des réponses, d'apporter des informations, des réponses qui sont réelles, et de faire réfléchir les adolescents sur divers sujets. Donc pour ça, on va utiliser un arbre de connaissances. Du coup, je pense pas que tout le monde puisse voir. On a développé notre sujet autour de 5 éléments principaux. Donc l'amour et le sexe, les premières fois, le plaisir, le genre et l'orientation. Donc le genre et l'orientation, par exemple, ça inclut le harcèlement et le sexisme, et la prévention et la contraception. Donc il y a des éléments qui tous se retouchent finalement en fait. Il y a des éléments qui sont plus ou moins simples à traiter, comme la prévention et la contraception, parce que c'est quand même une grosse partie informative. Mais il y a des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, comme le genre et l'orientation. Donc on ne peut pas dire à une personne oui, il faut que tu sois homosexuel, oui, il faut que tu changes de sexe. C'est des choses qui doivent émaner de la personne. Donc on va aiguiller dans une direction les jeunes qui discutent avec nous, pour qu'eux-mêmes trouvent la réponse à leurs questions. Donc bien sûr, pour ça, on va devoir s'entourer de personnes de la santé, donc c'est-à-dire des sexologues, des sociologues, voire des juristes pour certains éléments. Voilà, donc je vais anticiper une question qu'on nous pose tout le temps, c'est la question du financement.
Donc on a un service qui va être gratuit, on ne veut pas récupérer, on ne veut pas miner de la data, parce qu'on pense qu'en fait c'est un service qui est d'utilité publique, qu'on contribue à la prévention des jeunes, et on compte sur le soutien financier de l'État et des mutuelles. Donc pour conclure, Alix, c'est un chatbot avec qui partager la sexualité. Il poursuit plusieurs buts. Donc comme je vous l'ai dit, à court terme, c'est offrir un cadre qui est rassurant et familier pour que les jeunes puissent assimiler, soient ouverts à la prévention, à l'information et à l'éducation sexuelle. Et à long terme, on espère pouvoir faire évoluer les mentalités et les comportements. J'espère qu'on a pu vous montrer qu'on pouvait partager sa sexualité sur Internet de manière constructive et mettre à profit les usages spécifiques du web. Je tiens à insister sur le fait aussi que notre chatbot va en réalité tendre à faire partager plus sainement notre sexualité. Et on vous remercie. Ça donne presque envie d'être de nouveau adolescent. Moi, je dois avouer qu'en tant qu'adulte, quand on m'a dit chat et sexualité, j'ai plutôt pensé à la voix sensuelle de Seth Bomb. Vous la reconnaissez probablement, c'est Samantha du film Her de Spike Jonze. Ce film est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il pointe le doigt sur une grande question qui taraude un petit peu le grand public et les spécialistes à l'heure actuelle et probablement encore pour plusieurs décennies. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour ressembler tellement à l'intelligence humaine qu'on pourra en tomber amoureux ou amoureuse? Et plus que ça, la question c'est est-ce que les robots peuvent avoir une âme? Et est-ce qu'un robot doit avoir une âme? Est-ce que c'est bien pour nous, les êtres humains, de tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Alors, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'intéressent à la question et qui ont décidé de revisiter les fameuses sex dolls. Alors, on a de la chance, ça ne ressemble plus vraiment à ça maintenant. Et on a donc un de ces entrepreneurs, Sergi Santos, qui est espagnol, qui a voulu nous en parler à défaut de pouvoir être présent. Il va nous expliquer tout de suite pourquoi il a créé cette poupée et comment ça se passe. Hi, I'm here. What's up? So hello, my name is Sergi and this is the project that I'm presenting. The project is Samantha. You might remember the name Samantha from the film Her. I actually chose the name Samantha because of the film, but also because of the etymology. Samantha means listening, and this is something that I was very interested in listening. So humans have many ways to listen. We listen through sound, but we also listen through touch. We also listen from the way we see things, because we might see things in a way, we might think, we might put context to what we see. And I thought this listening was very interesting, and this is why I chose this name. The project is based on a sex doll for the body, and then it has a brain. Everything is autonomous, so there's nothing else. You can interact with the doll like this, with a robot. So she has a brain inside the head. The brain consists of a processor. She also has a controller. She has a speaker. She has a speech-to-text module. This device is used for her to understanding what you say and turning that into words that she might understand with her brain. And then she also has a microphone for listening. The controller controls, say, the physiology. She controls the biology. The controller takes information from the body. She's got sensors in the body, so she understands touch. Now actually, she's in the family mode. She's in what I call the family mode, and she does not respond to touch. In the family mode, she's listening. Actually, as you can see, she's not bothering me too much. And this for me is a very interesting thing, because I need to wake her up. I need to say her name, and then she will wake up, and then I can say stuff for her to interact. So the body is interesting for me for many reasons. So sex dolls are already done, they're available, they're relatively cheap, the bodies are relatively cheap, and I always had this idea of making a brain. This brain for me wasn't just about reasoning, wasn't just about understanding, wasn't just about making something extremely intelligent in terms of analysis, of knowing everything. For me, making a brain was more about intuition.
So humans understand many things. We understand touch. Say somebody touches us on the shoulders, when something really bad happened, we understand what that means. If somebody touches us on the shoulders when something really good happens, we also understand what that means. So I thought this is extremely important, and it shows that humans have understandings of many things, not just by listening and reasoning, but also by perception. So this is one of the ways that Samantha interacts. As you can see, she's static now, she won't move. I think this is quite important because for me the main thing now is giving her some intelligence. Many people say, will she walk? And I always reply, where will she go? And people say, wherever she likes. And I say, what if she runs into you? So this is actually a problem, because if you have a walking robot so heavy as this one, she's about 30 to 50 kilos, she might fall, she might run into you, she might do damage. So for me the most important thing initially is developing a brain. I've got Alexa here. Alexa, hello. Hi. Also have OK Google. OK Google, hello. Hello? Hi there. How can I help? So these are two examples that many people might know already of what's coming, of assistants that are digital, that access the cloud, that do stuff for us, that can also be implemented for domotics, can control the curtains, can control the lights, can tell us about the weather. They are very smart, they are very clever, but they don't have a body. So this is what I thought when I thought about developing the brain, that I was thinking would be more, say, human. In what sense? So I always thought that humans are not just about reasoning. Humans are about understanding in many ways, and sometimes we make mistakes, sometimes we regret things, sometimes we reorganize our brain and rethink things we've done. This is what I've tried to do with this algorithm, with this brain. The brain is based on what I call physiological genome first. So there's many genomes for the architecture. The first one is the physiological genome, and this physiological genome implies that she can understand touch. How can she understand touch? Now she's listening. If I wake her up and I ask her to go into sex mode, What's up? actually now I could say it. So if she goes into the sex mode, then the senses will start acting, and she will understand what's going on. And what does it mean to understand what's going on? The first thing that I did, because she has a sexual body, is to develop what I think is some sort of seduction. So what is seduction? Humans understand seduction. We understand that we shouldn't go straight to the point. Hi. I'm here. What's up? We understand that there is a procedure for stuff. So initially, what she would really like is that I touch her on the hand, maybe I kiss her, she understands kiss as well, that I touch the hips, maybe if I touch the breast, she wouldn't like that too much initially. What does it mean that she likes, she doesn't like? So we humans do that. Sometimes we like things, sometimes we don't like it, and we understand that by the mood that we have. And this mood has to do with the activity in our brains. So she also has a brain, she also has some activity, and she also has a way to build up into something, and that's what I believe is very interesting, and she understands the building up. Eventually, she will be at a point where she might be interested in sex, she might even reach orgasm. And at this point, the brain behaves very differently, and she might start to ask for different things, she might react very differently. She also has a level of patience, she has a level of memory, she has a level of sexual aggressiveness. So she has all these things, and it's a dynamic thing that she has, so she learns from what she does. Where does the project stand now? So at the moment, the doll is static. The doll has this brain that I've told you about, and what I'm doing
is developing the genomes. So the genome I told you about is the physiological, so now I'm starting to develop another genome, which is the moral genome, for her to start thinking about justice, about what's correct, about what's right. And this brings me to some issues that people are very interested about. For example, can robots fall in love? Can robots love people? Can robots have emotion? Can robots take over us? Can robots do this? Can robots do that? I believe that robots will be able to do a lot of stuff, and initially, at least in my opinion, we shouldn't be scared of what they can do, because as you can see, for me she's not that scary, she's quite simple. So I believe we're not there yet for such worry, but we need to start thinking, we need to start thinking about what will happen when this happens, and maybe it might happen in 10, 20, 30 years. So it's very interesting that we're already thinking about this, and that people start arguing about it, people start discussing about what will happen when robots start being part of society. And I hope that the project that I'm developing through these genomes, through the physiological genome, the moral genome, are developed, grow, and learn how to interact with humans, and that we learn to understand it, and that they also learn from us. And that eventually we reach a point where we understand the human-robot interaction, not just by talking, but also by starting to experience it. And this is the point where I think we are now. We are experiencing simple interactions, but I think already they're quite interesting. Thank you. Bon, comme Sergi l'a dit, on est encore loin des poupées, enfin des robots, des hôtes de Westworld qui ressemblent à des êtres humains au toucher, à l'oral et qui potentiellement ont une âme, no spoiler, ou encore des personnages dans Black Mirror qui reproduisent à l'identique un être aimé jusqu'au tic de langage, aux souvenirs, aux réactions. La question effectivement c'est est-ce que les robots vont prendre notre place? Ça fait peur un peu à tout le monde en Europe, pas forcément partout. Et alors je vais vous demander maintenant d'accueillir Agnès Viard et Gaëlle Châtelain qui vont débattre de cette thématique. Donc Agnès Viard est une anthropologue pas comme les autres. Elle travaille sur les simulacres d'humains au Japon. Et son dernier livre, Un désir d'humain, les Love Dolls, parle des poupées fabriquées qui servent de petites amies au Japon. Je t'en prie, assieds-toi. Et puis on a Gaëlle Châtelain qui a un parcours beaucoup plus français, puisque ça fait 20 ans qu'il travaille dans l'entertainment, Canal+, TF1 et j'ai envie de dire Énergie, je crois que c'est ça. Voilà. Et qui maintenant travaille pour Marc Dorcel. Alors Agnès, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les simulacres d'humains et pourquoi tu t'y intéresses? Alors pourquoi je m'intéresse aux simulacres d'humains? Parce que d'une part, en tout cas au Japon, ils démentent complètement le discours technophile qui règne en Occident et ils permettent d'appréhender les innovations sous un angle qui va à rebours des attendus en matière de contrôle et de maîtrise des systèmes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il me semble que les simulacres au Japon sont véritablement révolutionnaires dans le sens où ce qu'ils soulignent, c'est leur incapacité à parler, leur incapacité à penser, leur incapacité à avoir des émotions et à communiquer. C'est-à-dire que les poupées sur lesquelles j'ai travaillé pendant plusieurs années ont un regard qui est fixé sur une focale de 5 mètres de distance comme les statues de Bouddha. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on se place face à elles, leur regard vous traverse. Et donc elles opposent une fin de non-recevoir aux tentatives de communication. Et en cela, les simulacres japonais, y compris d'ailleurs les simulacres qui sont maintenant développés sous la forme de dating sims, c'est-à-dire de simulateurs de jeux amoureux sur les smartphones, ou les hologrammes reliés à la domotique, etc., sont tous des simulateurs qui sont conçus sur le même modèle, suivant la même logique que je trouve intéressante, c'est-à-dire que ce sont des vecteurs d'incertitude qui introduisent la non-fiabilité des systèmes que nous développons à l'heure actuelle. Et ces systèmes, c'est tous les systèmes technologiques qu'en Occident on croit extrêmement puissants et qu'au Japon on renvoie à leur inanité et voire à leur immatérialité. Super, on reviendra sur ce point un petit peu après. Gaëlle, je pense que tout le monde sait ce que fait Marc Dorcel
Ça me semble un peu une évidence, mais on ne sait pas forcément tout ce que fait Marc Dorcel. Et notamment il y a 2 semaines, vous avez lancé un lab, une sorte d'accélérateur de technologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait Marc Dorcel pour l'innovation et pourquoi c'est important pour vous? En fait, Marc Dorcel, ça j'ai découvert ça très récemment, parce que ça fait 6 mois que je suis chez Dorcel, a construit toute sa stratégie sur l'innovation depuis que Marc Dorcel a été créé. Ça semble un peu ridicule aujourd'hui, mais en 79, quand Marc a eu l'idée de mettre de la pornographie sur des cassettes vidéo, les magnétoscopes, il n'y en avait quasiment pas en France. Ça a explosé grâce à ça. La réalité virtuelle, c'est quelque chose que Marc Dorcel a lancé véritablement en France avec du vrai 360. Et c'est assez intéressant de voir comment la technologie, justement, accompagne les fantasmes des gens. Et on a eu un grand débat. Grégory Dorcel, donc le fils de Marc, s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais on a eu un grand débat sur ces sujets-là. Et sur la technologie, on différencie vraiment 2 grandes catégories. Soit c'est totalement réel, véritablement, donc tu parlais de Westworld, tu parlais de ce genre de choses, et auquel cas, effectivement, on peut se dire qu'un fantasme peut être développé. Soit il faut que ça ait rien à voir. Enfin, je ne veux pas faire un sondage sur tous les mecs qui sont là, mais lequel d'entre vous a été excité par ce truc-là? À un moment, il faut avoir conscience de ce dont on parle. Alors on ne dit pas que c'est impossible, si on se projette dans 30, 40, 50 ans, pourquoi pas. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les premiers sextoys qui ont cartonné, c'était des petits canards qui vibraient. Donc il faut que ça soit totalement réel. Et là, en ce moment, Marc Dorcel, c'est pour ça que le lab a été créé pour incuber des nouvelles technologies. On travaille sur les hologrammes, sur la réalité augmentée et tout ce genre de choses. Et ce qu'on constate, c'est que tant que la réalité augmentée, ça sera des choses pixelisées, ça ne marchera pas. Parce que le fantasme, c'est soit on voit du réel, soit c'est totalement déconnecté de la réalité. Exemple, le petit canard qui vibre. Super. Du coup, dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, est-ce que ça reste un phénomène de niche un petit peu, en tout cas les gens qui s'intéressent justement à cette ressemblance totale, est-ce que vous pensez que ça a du succès, je veux dire proportionnellement? Alors, les Real Doll, donc les trucs, je crois que tu as dû en étudier, c'est un flop total, mais vraiment total. Enfin, c'est pour ceux qui ont déjà fait un détour dans un sex shop, franchement, s'exciter avec une poupée gonflable, ça reste quand même, c'est au-delà de la niche. C'est vraiment très 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 pointu. Et donc c'est pas du tout un marché sur lequel Marc Dorcel veut aller, parce que Dorcel, c'est un groupe qui vise la masse, qui vise le fantasme et la réalisation de ces fantasmes. Donc ces niches-là nous intéressent assez peu. Et on va aller chercher justement l'étape d'après, enfin pour nous en tout cas, et ça c'est demain, donc c'est pas dans 30 ans, c'est vraiment la réalité augmentée. Donc le fait de vous mettez juste des lunettes aussi épaisses que ça, et c'est pas de la science-fiction, on est vraiment en train de mettre le doigt là-dessus, et vous appuyez ici et vous avez un mec ou une fille qui fait un striptease dans votre salon, mais un vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pixelisation, il n'y a rien. L'étape d'après c'est l'hologramme, où là vous n'aurez plus d'écran, et peut-être que l'étape d'après sera des robots, mais il faut que ça soit à la Westworld, et pas ce genre de simulacre qui est super flippant pour la majeure partie des gens normalement constitués. Je vois Agnès qui meurt d'envie d'ajouter quelque chose. Oui, on va droit dans le mur avec ce genre de Samantha. Il serait, rien que le nom est... bref. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de fantasmer sur l'idée que les robots ont un cerveau, on peut parler avec un robot. Ce sont juste des objets qui sont faits pour simuler des interactions de la façon la plus maladroite du monde. Et donc, ça n'est pas excitant, à moins d'accentuer de façon extrêmement spectaculaire l'impossibilité justement de communiquer avec. Et là, ça devient intéressant parce qu'on introduit du coup une marge de manœuvre possible pour un travail imaginaire. Et c'est ce que par exemple font les fabricants de Love Doll qui refusent d'automatiser leurs poupées. Ils refusent d'ajouter des fonctions robotiques. Ils disent que ça va détruire complètement l'impression de vie que peut développer une poupée quand elle est immobile à côté d'une fenêtre et que les rayons du soleil dessinent sur son visage des émotions changeantes. Et ça, ils le disent de manière extrêmement poétique et on imagine très bien effectivement que les jeux d'ombre
l'ombre, de même que dans le théâtre kabuki, le théâtre no, etc., où le masque est plus ou moins incliné pour sourire ou pour pleurer, on imagine bien que cette transposition-là dans l'univers technologique peut être rendue possible de façon assez intéressante grâce à des interfaces, en fait, un peu comme ce que tu disais sur les lunettes de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de développer des fonctions robotiques, ils sont en train de développer des couches, des strates qui vont s'interposer entre l'utilisateur et la poupée et qui vont créer des sortes de nuages, comme des passages de nuages ou comment on pourrait dire, de brume qui vont altérer les traits de la poupée. Et ils pensent que ça, c'est véritablement l'avenir. Je pense qu'effectivement, c'est dans la mesure où on utilisera les nouvelles technologies pour ce qu'elles sont, à savoir des moteurs d'incertitude, que véritablement on pourra innover. Alors, je pense que peut-être il faut repartir à l'origine même de ces poupées et tous ces efforts de créer de la réalité. Pourquoi est-ce que les êtres humains ont besoin de ces compagnons, ont besoin de recréer des personnes? Quel est le besoin psychologique, physique? Alors, les objets qui nous entourent sont des moyens de dialoguer avec les autres humains. On a absolument besoin d'eux. C'est-à-dire qu'on a des vêtements pour communiquer notre niveau socio-culturel, nos goûts, peut-être même nos idées politiques, etc. à d'autres personnes. Si on n'avait pas ces vêtements, si on n'avait pas les montres, les voitures, les bijoux, etc. pour signaler qui nous sommes, la communication en société serait beaucoup plus difficile. Et les objets, qu'ils soient technologiques ou pas, et surtout les objets que j'appelle des simulacres affectifs, sont des moyens d'engager un dialogue par un moyen, sans passer par les mots. C'est-à-dire que ces objets disent des choses que le langage ne permet pas d'exprimer. Et là, très rapidement, je prends l'exemple japonais. On a toujours considéré, enfin en tout cas les médias japonais et occidentaux, lance un peu une sorte de désinformation massive sur ces jeunes hédonistes qui sont en situation d'échec pour des raisons prétendument de renoncement. Ils ne veulent pas participer à la bonne marche de la société en procréant et en entrant dans des grandes sociétés, et ils achètent des poupées. Et donc arrosent sur ces consommateurs de Love Plus, de jeux de dating sim et de Love Doll. En réalité, pourquoi ils utilisent ces objets? C'est pour dire qu'ils sont en situation d'échec à cause de la situation économique renforcée, aggravée par l'immobilisme des structures sociales. C'est-à-dire qu'au Japon, à l'heure actuelle, environ 30% des hommes sont littéralement incapables de fonder un foyer. Donc voilà, quand ils achètent une poupée, c'est pas parce qu'ils renoncent, c'est parce qu'ils essayent de dire qu'ils n'ont pas d'autre solution et qu'ils essayent de changer la société en exprimant ce malaise et cette détresse. Donc les objets sont là pour manifester, signaler la rupture totale entre les institutions japonaises et les nouvelles générations. Alors nous, chez Dorsel, on est vachement plus triviaux. Non mais la technologie, elle est super utile. Et Dorsel n'est pas qu'un producteur de films. Je sais que c'est la première chose qui apparaît. Mais la volonté du groupe Dorsel, c'est d'essayer de faire que l'expérience individuelle ou collective, peu importe, c'est même pas la question, soit de plus en plus agréable, intense et différente. Alors, plutôt, on va dire pour celles, dans un premier temps, qui ont des sextoys, entre les premiers sextoys qui sont sortis et ce qui est en vente sur le store de Dorsel, il y a la différence en termes d'intensité de plaisir est juste démultipliée. Donc la technologie, c'est pas que juste... alors il y a des choses sociologiques, mais nous c'est extrêmement trivial. C'est comment quelqu'un qui veut se masturber va avoir un plaisir totalement différent et beaucoup plus intense. C'est assez noble comme métier, contrairement à ce qu'on peut penser. Je trouve que c'est... Non mais pour avoir travaillé chez TF1, Canal, Énergie, c'est sympa de divertir les gens, mais là on divertit dans l'intimité des gens, et la technologie, pour ceux qui n'ont jamais essayé la réalité virtuelle sur un film adulte, essayez, c'est un truc de malade, parce qu'on est
au-delà de la réalité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire la différence entre est-ce que je suis moi en tant que spectateur ou si je suis dans le film, c'est-à-dire qu'on peut tourner à 360, contrairement à 90% de ce qui se fait en réalité virtuelle dans l'adulte, où c'est juste, on met une lunette et on a un plan fixe quasiment. Là, les scènes qui sont sorties par Dorsel, c'est du véritable 360, de l'immersif, c'est à la limite assez perturbant intellectuellement. Mais c'est une expérience. La notion d'expérience chez Dorsel est assez fondamentale, et c'est pour ça que quand on regarde ce genre de Samantha, c'est même pas qu'on n'y croit pas, on est à la limite du rire, parce que justement, on pense que ça dégrade l'expérience au lieu de la rendre plus forte. Ça marche pas. Alors, je suis d'accord, cette Samantha en question, elle n'est pas très convaincante. Mais un jour, on va finir par avoir des choses de convaincants. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'un jour, les robots vont remplacer les êtres humains ? Alors, poser cette question, c'est exactement comme demander si un sextoy va me remplacer auprès de ma copine. Il y a toujours cette trouille, à un moment, d'être jaloux du sextoy. Mais la problématique, c'est où se trouve la limite. C'est si effectivement on arrive à Westworld, la question pourrait se poser, mais là ça devient... on se projette, à mon sens, au regard de la technologie, mais je te laisserai parler là-dessus, c'était plus spécialiste. C'est pas demain, c'est dans très très longtemps. Avant que ma femme soit jalouse de ça, je pense qu'il va se passer un certain temps avant que je sois jalouse de l'un de ses sextoys. À un moment, c'est une question de relation de couple, et c'est là aussi... on va pas se mentir, il y a deux types de plaisir avec ce genre de choses. On a envie de se détendre tout seul parce que son mec est loin ou sa femme est loin ou alors elle dort, et on a envie de se faire plaisir, pourquoi pas. Ou alors c'est un jeu de couple. À un moment, il faut se dire, si jamais... C'était le grand débat qu'on avait avec Grégory hier. Si on arrive à Westworld, il ne faut pas uniquement voir le sextoy comme quelque chose de... ça y est, vendredi, je perds mes mots intelligents. Quelque chose de transgressif, mais ça peut être aussi un jeu dans le couple. Il y en a peut-être parmi vous qui rêvent d'avoir une partie à 3 et qui n'osent pas le faire avec un vrai humain. S'il y a un robot du type Westworld qui débarque, c'est peut-être l'occasion d'avoir un nouveau joujou dans le couple et qui va pimenter le tout. Donc, l'ennemi du couple par le robot, franchement, on n'y croit pas un seul instant, pas plus qu'un sextoy soit l'ennemi d'un couple. Alors, pour ajouter de l'eau à ton moulin, donc je vais donner un exemple très précis. Je travaille avec une chercheuse qui s'appelle Véronique Auberger, qui dirige le Living Lab Domus, qui est un écosystème humain-machine. Alors, en fait, elle prend des personnes, généralement des personnes âgées, désocialisées, dit-elle, et elle les met dans un habitat reconstitué, c'est-à-dire, en gros, ça ressemble à un centre pour personnes âgées. Et là, on les installe dans une chambre très confortable, et on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas beaucoup bouger. Alors, on a inventé un petit robot qui va vous aider, il va allumer, éteindre la lumière et baisser, lever les rideaux. Et vous voyez, c'est un robot, mais vraiment, ils ne sont pas forts, ces robots. Ils ont beaucoup de mal à comprendre. Donc, parlez-lui comme à quelqu'un qui est complètement con. Donc, dites pas « allume la lumière, s'il te plaît », dites-lui « allumez lumière », ce sera beaucoup plus simple. Et effectivement, les vieilles personnes, au départ, parlent comme ça au robot, et progressivement, on s'aperçoit qu'elles se prennent au jeu, et qu'après avoir dit du mal du petit engin qui est un peu stupide, qui couine, qui a été programmé pour faire des petits miaulements, des petits bruits à la R2D2, et puis pour répéter les questions, surtout, ça c'est très important, comme un enfant, j'allume la lumière, eh bien la personne, en réalité, se met à lui parler de plus en plus poliment. Et s'amuse à faire semblant de s'attacher au robot, parce que c'est ainsi qu'on réapprivoise les relations humaines et finit par déplacer son centre d'intérêt vers le personnel hospitalier, les infirmières ou les assistants, etc. et à vouloir faire entrer les autres personnes dans le jeu qu'elle a mis en place avec le robot, et du coup se resocialise, reprend confiance en elle, etc. Donc tous les programmes qui sont mis au point au Living Lab Domus vont dans le même sens. Plus le robot est maladroit, touchant finalement, enfantin, et plus les humains reprennent un peu confiance en elle. Ce qui est très intéressant parce que ça prouve bien que la machine est là pour créer ce que Véronique Auberger appelle de la glu socio-affective, et qu'il faut
faut bien comprendre que la machine n'a pas d'autre intérêt que de servir de liant entre les humains. Juste, on va peut-être poser une dernière question avant de passer aux questions-réponses. Elle est particulièrement pour toi, Agnès. Tu as pu voir donc, au Japon que les gens n'avaient pas peur des robots, qu'ils ne se demandaient pas si un jour on allait être remplacé. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi en Occident on a cette question qui revient systématiquement? Ouais. Alors bon, ça date de Vaucanson, je ne sais pas si vous connaissez au XVIIIe siècle. Vaucanson invente un canard qui fait caca, donc il veut reconstituer un système digestif, et il part du principe, comme la plupart des savants de son époque, que si on parvient à reconstituer tous les autres systèmes, c'est-à-dire reproducteur, le système sanguin, le système respiratoire, etc., on finira par créer la vie. Donc, il met au point un canard mécanique, une sorte de pré-robot. Par le bec, on met les graines, et par l'arrière, il y a des fientes qui sortent. Et de façon à montrer qu'il a réellement réussi à créer un système digestif complet, il ouvre le robot, la machine, de façon à ce que les gens puissent constater de leurs propres yeux que ça fonctionne. Et tous les textes de l'époque sont des textes extrêmement élogieux de personnes qui disent c'est incroyable, c'est merveilleux, etc. Sauf qu'on s'aperçoit, quand on regarde le canard, qu'il est absolument coupé en deux. D'un côté, il y a une poche où on peut mettre les graines, il y a une cloison étanche, et de l'autre, il y a une poche dans laquelle des fientes ont été préalablement installées avec un petit système de boutons poussoirs qui permet de les éjecter. Donc on voit bien là que la pensée occidentale s'est forgée pendant l'esprit des Lumières dans une sorte de mythe très particulier qui est le mythe du démiurge. C'est-à-dire, si on arrive à créer des objets qui nous ressemblent, ils vont finir par devenir non seulement vivants, mais conscients, au point qu'on ne pourra plus se distinguer d'eux, et qu'on pourra donc éventuellement en avoir très peur. Et cette peur-là, ce jeu à se faire peur, en fait, si on regarde ce qui se cache derrière, c'est un jeu à s'auto-glorifier, c'est-à-dire à se prendre pour Dieu et à imaginer qu'on pourrait effectivement mettre au point des êtres, des entités vivantes. Alors au Japon maintenant, pour aller très vite, donc c'est un pays qui est dominé par deux types de systèmes religieux, le bouddhisme et le shinto, dans lequel on considère que effectivement les âmes sont partout, elles se répandent et elles circulent entre nous et les objets, mais pour autant, les objets sont des objets. Et quand je parle aux Japonais de nos craintes qui sont à l'heure actuelle portées devant la Commission européenne par la Commission par le Madi Delvaux, qui est spécialiste en roboéthique, veut faire interdire l'attachement aux robots affectifs et aux robots sexuels. Elle veut mettre en place des lois pour empêcher l'attachement. Et là, on voit bien qu'on est dans ce mythe occidental d'un progrès qui pourrait nous conduire à sombrer dans l'illusion. Quand j'en parle aux Japonais, ils me disent « mais c'est incroyable, on est humain et on n'est pas fou ». Et la folie, c'est quand on se met à confondre la fiction et la réalité. Donc comment pourrait-on succomber, ne serait-ce qu'une seconde, à une illusion aussi absurde que celle d'une conscience qui serait dans un objet? C'est tout à fait incompréhensible. Pourquoi avez-vous à ce point envie de bannir et d'éliminer les objets de votre monde? Est-ce que c'est parce que vous cherchez des coupables qui ne pourront pas protester? C'est très étrange. Hein. Alors on va peut-être passer aux questions-réponses. Je m'appelle Romain, merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez entendu parler à Barcelone de l'ouverture d'une maison close avec des sex dolls, et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, elle s'est vite fermée d'ailleurs. Le bail a été coupé du moment que la presse en a parlé. La personne qui avait signé le bail a dénoncé le contrat et le bordel en question a fermé les portes. Alors ça c'est très intéressant, j'ai beaucoup travaillé dessus. Les bordels de poupées se sont énormément développés au Japon en 2003-2004, au point que le territoire entier a été couvert à hauteur de plusieurs milliers de maisons closes
ou de services à domicile, c'est-à-dire qu'on pouvait recevoir chez soi un livreur, un peu comme pour les escort girls hein, qui sont amenées dans une voiture. On veut recevoir une poupée et puis quelqu'un venait la chercher une fois que les 2 heures étaient passées. En général, on prend la session de 2 heures. Alors au départ, ça a eu un succès monstrueux, c'est-à-dire que les créateurs de ces bordels ont gagné énormément d'argent parce qu'ils faisaient en plus travailler les poupées 24 heures sur 24. Elles ne sont pas payées, elles n'ont pas besoin d'être couvertes par des assurances, etc. Donc pour eux, c'était tout bénéfice. Et puis au bout de 8 mois environ, on s'est aperçu que ces poupées, en réalité, ne fidélisait pas la clientèle et que d'un seul coup, un peu comme la bulle économique qui a explosé, le marché s'est effondré sur lui-même. Et pourquoi? Parce qu'aucun client ne revenait et tous les clients de la première heure, en fait, étaient juste des curieux qui pensaient qu'ils allaient être très excités de faire l'amour avec une poupée et qui, face à elle, allongés, les yeux fixés au plafond, se mettaient à débander illico et à raconter sur des blogs leurs mésaventures et à dire plus jamais je recommencerai. Il faut vraiment avoir une imagination folle pour trouver une poupée excitante. Et dans mon travail, j'ai effectivement vérifié la chose. C'est-à-dire que les fabricants ont un discours marketing absolument absurde. Ils disent que les poupées sont faites pour servir de partenaires de substitution pour les hommes en manque. Alors, il y a 13,6 millions d'hommes en manque au Japon. Je compte les divorcés, les personnes qui sont en deuil et les célibataires. C'est absolument énorme. Il y a simplement 1000 poupées qui sont vendues par an, ce qui représente 0,007% des célibataires. Donc on voit bien que le profil des utilisateurs de poupées ne cadre absolument pas avec le profil des célibataires en question. En réalité, les personnes qui consomment des poupées sont des personnes qui ne sont pas en manque de femmes. C'est exactement le contraire. Ce sont des personnes qui ne veulent pas de femmes. Ils veulent une poupée pour ses qualités propres. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas, elle ne fait pas la vaisselle. Et en fait, elle ne fait même pas l'amour parce que son vagin est dans un tiroir. Hein. Il faut savoir qu'au Japon, c'est très compliqué de faire l'amour avec une poupée. Passé 3 mois, en fait, on n'utilise plus du tout le vagin qui est vendu en option. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont une poupée? C'est parce que ils veulent signaler à leurs voisins, à leurs parents, à leurs amis, etc., qu'ils sont restés dans le monde de l'enfance, ils sont restés coincés. C'est pour ça que les poupées ont l'air très jeunes et très immatures, parce qu'ils veulent reprendre à leur compte le stigmate qui les frappe. On nous traite de jeunes immatures, eh bien, soit nous allons nous mettre en couple avec une poupée qui ne grandira jamais, pas plus que nous, parce qu'on ne veut pas évoluer dans ce monde-là. Le monde que vous nous offrez, c'est un monde radioactif, c'est un monde qui va droit dans le mur, c'est un monde où on nous demande de procréer, mais pourquoi faire? Donc on ne veut pas procréer, pas dans ces conditions. Et d'une certaine manière, les poupées sont une invitation à vivre une vie ailleurs, en tout cas pas ici-bas. C'est presque métaphysique, je dirais. L'intégration de conscience dans des humanoïdes réels, et c'était le débat qu'on avait hier avec Grégory. Moi, demain, si je vois Kate Moss qui débarque et qui veut me sauter dessus, et que je fais pas la différence physiquement au toucher, à la parole, et que j'ai Kate Moss en face de moi qui me saute dessus, bien sûr que j'y vais. Enfin, la problématique, c'est la notion de réalité. Enfin, il me semble que ce dont tu parles, franchement, on ne voit pas le début du commencement de quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose d'humain, que ce soit en conscience, que ce soit en interaction, que ce soit quand on touche comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même... Ok, il y a du silicone dessus, mais ça reste d'une froideur absolument terrible. Et le jour où on arrive à ça, je pense qu'il y a 2-3 problématiques qui vont évoluer très très fortement. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à travailler du côté des technologies de remplacement des organes. Je suis tutrice d'une doctorante qui travaille sur les organes de remplacement et les implants. Alors, on sait qu'il y a la question du membre fantôme qui est assez énigmatique, et on sait aussi
que des personnes qui ont perdu un bras, si quelqu'un, comment on pourrait dire, caresse un faux bras en silicone qui a été placé devant la personne, c'est-à-dire la personne enfile son moignon derrière, enfin devant une sorte de miroir ou un cache, et on place l'avant-bras de silicone de façon à ce qu'il y ait une coïncidence parfaite. Et quelqu'un caresse l'avant-bras en silicone, eh bien la personne amputée sent la caresse. Donc c'est très intéressant parce que l'humain, semble-t-il, possède la propriété de projeter des sensations physiques sur des objets. Mais cette capacité, en fait, on l'a déjà. Donc il suffit de la travailler. Et c'est ce qui m'intéresse avec certains artistes japonais, c'est qu'ils travaillent sur des technologies qui sont aussi complètement différentes de celles qu'on essaye de mettre au point, notamment dans le domaine du toucher. C'est-à-dire qu'en Occident, on travaille pour les jeux vidéo, pour simuler le fait de toucher quelque chose, on travaille sur les vibrations dans la manette. Et elle se dit, mais une vibration, ça donne pas l'impression de toucher, et encore moins de caresse, donc ça va pas du tout. Donc elle travaille sur la synesthésie. Alors, quand on est bébé, on a tous cette capacité d'entendre des couleurs, de voir des sons, et de goûter des textures. C'est très étrange. Et ça disparaît, sauf pour 4% de la population. Mais on peut créer artificiellement de la synesthésie en ancrant, deux amoureux par exemple, peuvent ancrer une sensation physique de caresse sur l'avant-bras et réactiver cette sensation en promenant à distance. Elle crée des ciels de lit qui permettent aux amants séparés de promener chacun l'un sur l'autre à distance des rayons de lumière avec du laser qui dessinent des formes qui vont rester sur les draps de lit et qui vont rester sur vous. Et quand le rayon de lumière se porte sur l'avant-bras, la personne sent l'autre la toucher. Donc c'est assez intéressant de voir que au lieu de projeter sur les technologies de remplacement des fantasmes qui ne mènent, à mon avis, nulle part, ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser les technologies pour développer nos propres talents ou pouvoirs. Alors, bonjour, donc je m'appelle Louis, j'ai 25 ans. C'est pour revenir sur les robots et sur cette histoire de sex doll. Je trouve qu'il y a énormément de produits qui ne sont pas des robots qui parlent de robots. C'est-à-dire surtout dans l'industrie japonaise, où on a des films où on va avoir une vraie actrice qui va simuler le fait d'être un robot, enfin, qui va jouer le rôle du robot, qui ne va pas donc, réagir, qui ne va pas parler. Et du coup, est-ce que ça montre un intérêt pour la sex doll, mais une frustration dans l'objet actuel qu'on peut avoir, enfin, qui n'est pas à la hauteur du fantasme? Et est-ce que ce serait pas, enfin, je sais pas, peut-être que la question est très très mal formulée. En fait, c'est au-delà d'une conviction, c'est une réalité. Le fantasme, il n'est pas dans l'objet, il est dans la tête. Et à un moment, si on ne peut pas projeter son fantasme sur une réalité, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que par la réalité virtuelle, on a un point d'interrogation sur est-ce que ça va cartonner ou pas, parce qu'on est très dans l'entre-deux. Mais encore une fois, je reviens sur le côté basique d'un sextoy. Ça n'a pas besoin d'avoir l'air réel, parce que le fantasme, il est dans la tête, qu'on soit un homme ou une femme. On n'a pas besoin de quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité. Par contre, si on ne veut pas fantasmer dans sa tête, il faut que ça soit totalement réel. Que ce soit un film, que ce soit un hologramme, quand ça sera réel, mais en tout cas pas quelque chose à moitié. Nous vous remercions beaucoup pour vos questions et puis pour votre présence. Si vous allez donc sur la page Facebook du Sextech Lab, vous allez aussi trouver des vidéos un peu du créateur de la sexologie en France qui voulait aussi aborder la question de l'intelligence, de la technologie, des données, etc. Et puis on poste assez souvent du contenu. Donc la discussion continue sur Facebook. Maintenant, vous pouvez applaudir. Bon alors je me présente, je m'appelle Bastien. Je travaille sur les interfaces cerveau-machine. Donc en quelques mots, c'est comment on va contrôler des objets avec la pensée.
Alors je travaille pas sur toute la partie du cerveau, je travaille sur une partie bien précise qui s'appelle le cortex visuel. C'est une partie donc à l'arrière de l'hémisphère gauche, dans lequel il y a des neurones très particuliers, qui s'appellent les neurones miroirs, qui interagissent de la même façon quand on voit quelque chose et quand on va y penser. Donc pour l'instant, je fais la performance tout seul, mais tout à l'heure, on sera 3, plus moi. Il me faut 2 cobayes. Est-ce que je peux inviter 2 personnes et continuer à expliquer la chose? Vous avez peut-être compris, vous allez contrôler un objet par la pensée, qui a à voir avec la sexualité, qui vibre. Qui veut participer? On a 2 personnes, parfait. C'était besoin de se battre. Vas-y, viens. Alors j'ai une première question. Qui est contrôle et qui veut être contrôlé? Sans jeu de mots. Je vais contrôler, sinon c'est pas cool. Ok, bah, je vous laisse vous asseoir tous les 2. Alors. Vous reconnaissez sans doute, c'est un petit œuf vibrant, un sextoy. Il a la particularité, c'est qu'il est connecté à Internet, c'est-à-dire qu'il envoie des données sur le réseau, et ces données, on peut les intercepter, les envoyer avec d'autres inputs ou d'autres outputs, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc normalement, on prend un téléphone ou une application sur son ordinateur, et on appuie sur un bouton, ça fait vibrer par le réseau. Mais là, on a décidé de faire un petit hack qui permet en fait à ce sextoy de vibrer par la pensée. Donc c'est-à-dire que dès que... Comment tu t'appelles? Camille. Dès que Camille va penser à ce sextoy, il va vibrer dans les mains de Pierre. Pierre. Alors, Pierre. Voici le sextoy. Il vibre pas encore. Ce Camille n'a absolument rien sur sa tête. Je vais te mettre des électrodes. J'utilise ce petit boîtier. Donc il y a un boîtier qui est développé par une start-up américaine qui s'appelle OpenBCI, qui permet, alors si dans la salle il y a des makers, des gens qui ont envie de s'essayer aux interfaces cerveau-machine, de collecter des biofeedbacks, donc toute l'électricité qui passe dans notre corps, donc y compris celle qui passe dans le cerveau, mais celle qui passe dans les bras ou ailleurs, et qui va permettre de créer des interactions avec d'autres objets. Je te glisse juste l'électrode, ne t'inquiète pas. Ah, donc vous avez tous derrière la tête une espèce de petite bosse. C'est ici que se situe la partie du cortex visuel. Alors attends. Ça pique? C'est que ça marche. On est presque bon. Alors imaginez si vous devez faire l'amour par la pensée, à quel point c'est galère en 2017. On t'allume, on te branche. On démarre le programme. Ces données cérébrales sont en train d'être processées. Et maintenant ce que je vais te demander, ça va être, à mon avis, de fermer les yeux parce qu'il y a beaucoup de monde autour de toi et que c'est pas forcément évident de penser, à imaginer un sextoy. Et ce qu'il faut juste que tu fasses, c'est que tu fermes les yeux et t'imagines l'objet vibrer. Alors je te laisse prendre ton temps. Et vous, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va y avoir les commandes qui vont s'écrire. Alors, et peut-être tu peux décrire s'il se passe quelque chose ou pas. Ça vibre. Hop. Voilà, donc là vous voyez son cortex visuel qui est en train d'être enregistré. Et en fait, quand elle va penser d'une certaine façon à ce sextoy, ça va créer une certaine pattern électrique ici qui a une certaine forme. Et dans l'algorithme, on a enregistré une sorte de pattern électrique qui correspond à la pensée, ou alors à l'intuition plutôt de faire vibrer ce sextoy, et dès qu'elle va y penser, ça va permettre de faire vibrer ton sextoy. T'as pas l'air fier. Voilà. Est-ce que tu peux juste décrire à quoi tu pensais? Non, je pense que j'avais envie de faire vibrer le truc, ça marchait. J'ai réussi la mission. Ok, bon, c'est une façon de voir les choses. Tu retentes une dernière fois, histoire de faire vibrer et que tout le monde puisse entendre. Alors après, on pourrait se le passer dans tout le public, enfin, vous voyez l'idée. On pourrait connecter plusieurs cerveaux avec plusieurs sextoys et faire plein de choses marrantes. Et ben bravo, je pense qu'on peut l'applaudir alors. Merci Camille et Pierre.
vous le voyez, c'est une vision du futur qui est un peu particulière, parce qu'on dit qu'on pense faire l'amour, on n'imagine pas forcément quelque chose dénué de gestes et presque un peu gênant entre deux personnes. Mais en tout cas, c'est une proposition, c'est quelque chose qu'on peut faire, et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur le cerveau, la sexualité, comment tout ça fonctionne Jusqu'à quelle précision vous pouvez identifier une pensée? Alors là, on a fait quelque chose de très rapide, donc on a juste une simple électrode. Bon, dans le principe de fonctionnement, sur chaque électrode, on peut enregistrer l'activité qui s'y passe. Donc plus on va avoir d'électrodes, plus on va avoir une précision dans le cerveau, jusqu'à enregistrer des schémas de pensée qui sont de plus en plus précis. De là, par exemple, tu vas penser à quelqu'un, on va réussir à l'enregistrer avec toutes ces électrodes différentes. Et là, on va pouvoir le restituer avec par exemple un sextoy ou avec une lumière. Par exemple, dès que quelqu'un va penser à toi, ça va s'allumer chez toi ou je sais pas quoi. Tu vois. Est-ce que du coup ce schéma il est commun à tout le monde? C'est justement la question intéressante parce que c'est extrêmement difficile de développer ces applications parce que effectivement, chaque personne a une façon de penser à un sextoy, à d'autres personnes. De toute façon, là, c'est différent de penser à quelqu'un d'autre. Et tout l'enjeu du travail qu'on fait, c'est de développer un algorithme d'intelligence artificielle qui va justement permettre de la reconnaissance et la classification de toutes ces pensées cérébrales et de pouvoir dire quand toi, tu es en train de faire ça et que tu vas penser comme ça va faire une sorte de classification à un arbre et du coup, on va dire a priori, quand tu vas penser à un sextoy, ça sera comme ça. Je m'appelle Louise, j'ai 27 ans. Je me demandais juste, est-ce que l'expérience aurait pu marcher si Camille n'avait pas vu le sextoy et si elle avait les yeux bandés, par exemple, depuis le début? A priori non, parce que justement, le cortex visuel, comme je vous disais, c'est vraiment juste une expérience, une visualisation de l'esprit, donc c'est toute l'imagerie cérébrale qui fonctionne vraiment sur le fait de voir quelque chose. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris à la base de cette expérience quelqu'un qui regarde l'objet et on enregistre son cerveau. Après, on le compare avec des personnes qui pensent à cet objet. Donc si tu n'as pas vu l'objet et que tu essayes de l'imaginer, a priori, il y a peu de chances de pouvoir le capter. Et c'est pour ça, par exemple, en neurosciences, à quel point c'est difficile d'imaginer des concepts. Par exemple, de penser à la liberté, c'est absolument impossible parce qu'on ne peut pas l'enregistrer. Tu vois. Bon, bah merci.